Une petite fille dit « Joue du violon et je t'aiderai à épouser ma mère ». Et il l'a fait à la perfection. Avant de commencer, créons une vague de positivité. Écrivez un mot qui décrit comment vous vous sentez aujourd'hui. Le vent de novembre balayait Manhattan comme une lame de glace. Mais Emma Sterling, 5 ans, ne semblait pas s'en rendre compte. Elle se tenait parfaitement immobile dans son manteau en cachemire rose poudré, sa petite main agrippant les doigts de sa nounou Maria, alors qu'elles attendaient devant les tours étincelantes de Sterling Industries. L'immeuble de sa mère perçait le ciel gris comme une aiguille de verre. 47 étages d'ambition et de succès. « Mademoiselle Emma, nous devrions monter dans la voiture », a insisté Maria, en jetant un regard nerveux à sa montre. « Votre mère va descendre d'une minute à l'autre. » Mais l'attention d'Emma s'était déjà portée de l'autre côté de la place, où un homme était assis, recroquevillé sur le béton froid. Un étui à violon cabossé était ouvert devant lui. Contrairement aux artistes de rue qui remplissaient la ville de bruit et d'agitation, celui-ci était assis dans un calme total, fixant son instrument comme s'il détenait les réponses aux questions qu'il avait peur de poser. « Maria, regarde !» murmura Emma en tirant sur le manteau de sa nounou. « Il est triste. Beaucoup de gens sont tristes. Péa, viens, la voiture est chaude. » Mais Emma s'était déjà échappée. Ses chaussures en cuir verni claquaient sur le trottoir alors qu'elle s'approchait du musicien. Elle leva le menton avec la même détermination qui faisait trembler les membres du conseil d'administration lorsqu'ils la voyaient sur le visage de sa mère. L'homme leva les yeux lorsque son ombre tomba sur son étui à violon. Son visage était caché sous une barbe d'1 semaine et un bonnet de laine rabattu sur les yeux, mais ses yeux, sombres et profonds comme des lacs en hiver, s'écarquillèrent à la vue de la petite fille dans son manteau de marque. « Tu as froid ?» demanda Emma en penchant la tête pour l'observer avec la curiosité franche que seuls les enfants possèdent. « Je vais bien », répondit-il d'une voix rendue rauque par le manque d'usage. « Tu devrais retourner auprès de ta nounou. » Emma jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, où Maria se tenait figée, déchirée entre la sécurité de ses protégés et la règle cardinale de ne jamais faire de scène qui pourrait embarrasser la famille Sterling. Puis, elle regarda à nouveau le musicien. « Tu as de belles mains, dit-elle, comme mon grand-père. Il jouait du piano. » Les doigts de l'homme tressaillirent involontairement. C'étaient en effet de belles mains, longues, élégantes, qui semblaient en décalage avec son apparence négligée. Des mains qui avaient autrefois suscité des ovations debout dans les salles de concert de Vienne à Tokyo. Des mains qui tremblaient maintenant en tendant la main pour demander de la monnaie. « C'est gentil, » dit-il doucement. « Maintenant, retourne-y, s'il te plaît. »« Ma maman est triste, elle aussi, » l'interrompit Emma. « Elle fait semblant de ne pas l'être, mais je le sais. Elle pleure parfois quand elle pense que je dors. » L'homme fronça les sourcils. « Je suis désolé d'apprendre ça. Elle a besoin de quelqu'un pour la faire rire à nouveau, quelqu'un qui comprend la musique. » Les yeux d'Emma brillèrent d'une inspiration soudaine. « Vous savez jouer de ça ?» Elle désigna le violon. Un rire amer lui échappa. « Il était une fois, joue quelque chose pour moi. Je ne joue plus. Pourquoi pas ?» La simple question resta en suspens entre eux. Pourquoi pas ? Parce que la musique était morte il y a 5 ans, avec tout le reste, parce que ses doigts se souvenaient de mélodies que son cœur ne pouvait plus ressentir, parce qu'Emma Sterling. L'homme et l'enfant se retournèrent pour voir Victoria Sterling traverser la place à grands pas. Ses talons, loup-boutin, cliquetaient sur le béton comme des coups de feu. Même dans sa fureur, elle était époustouflante. Ses cheveux de jais étaient tirés en arrière en une raie sévère et brillante. Son tailleur charbon était taillé à la perfection. Son visage était un masque de panique contrôlée qui se transforma en rage glaciale lorsqu'elle prit conscience de la scène. « Éloignez-vous de ma fille », ordonna-t-elle, sa voix tranchant le bruit de la ville avec une précision chirurgicale. « Maman ». Emma courut vers sa mère, mais s'arrêta juste hors de portée. Je parlais juste à un inconnu. « Maria ». Le regard de Victoria aurait pu faire fondre l'acier. « Comment as-tu pu la laisser faire ? Je suis désolée, mademoiselle Sterling. Elle vient juste de... Maman, arrête !» La petite voix d'Emma avait une autorité surprenante. « Il n'est pas dangereux. Il est triste comme toi. » Le sang-froid parfait de Victoria se fissura un instant. « Emma, on ne lui parlons pas. Il a des mains de musicien comme grand-père. » Ces mots frappèrent Victoria comme un coup physique. Son père était mort depuis 2 ans, mais Emma parlait encore constamment de lui. Elle demandait encore quand il reviendrait jouer leur chanson spéciale. « Ça suffit, » dit Victoria en attrapant la main de sa fille. « On s'en va. » Mais Emma avait hérité de plus que le menton obstiné de sa mère. Elle planta ses pieds et leva les yeux vers l'homme qui avait commencé à ranger son violon. « Attendez, dit-elle, j'ai une proposition à te faire.
L'homme s'arrêta malgré lui. « Une proposition, Emma ?»« Non, commença Victoria. « Si tu joues du violon, annonça Emma, sa voix de petite fille de 5 ans résonnant avec certitude. Je t'aiderai à épouser ma maman. » La place sembla se figer. Victoria resta bouche bée. Maria fit le signe de croix. Plusieurs passants s'arrêtèrent pour regarder, et l'homme au violon regarda la petite fille comme si elle venait de parler en langue. Emma Marie Sterling. Victoria siffla, le visage rouge. « On s'en va maintenant. Mais, maman, il pourrait te rendre heureuse. Je le sais. Tu ne sais rien de « s'il te plaît ». La voix de l'homme était calme, mais elle transperça la colère de Victoria comme un couteau chaud dans du beurre. « Laisse-moi jouer quelque chose pour elle. » Il fit un signe de tête en direction d'Emma. « Juste une chanson, puis nous oublierons que cela s'est produit. » Victoria voulait refuser. Tous ses instincts lui criaient de prendre Emma et de s'enfuir. Mais quelque chose dans les yeux de l'homme, une douleur qui reflétait la sienne, une solitude qui résonnait dans son appartement vide, la fit hésiter. « Une chanson, dit-elle. Puis on part. » L'homme hocha la tête et leva le violon à son épaule. L'instrument était vieux, son vernis usé par endroits, mais lorsqu'il fit glisser l'archet sur les cordes, le son qui en sortit était pur or. Les premières notes du canon de Pachelbel s'élevèrent dans l'air gris de novembre, mais ce n'était pas une interprétation ordinaire. Le musicien jouait comme si son âme même saignait à travers les cordes. Chaque note était une confession, chaque phrase une prière. La mélodie les enveloppait comme de la soie, comme le chagrin, comme l'espoir lui-même. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. La main de Victoria se posa sur sa gorge. Maria murmura une prière, mais c'est ce qui se passa ensuite qui allait tout changer. Pendant que le musicien jouait, la ville elle-même semblait s'être arrêtée pour écouter. Le bruit de la circulation s'estompa. Le vent se calma. Même les pigeons cessèrent leurs éternelles querelles pour se percher silencieusement sur les rebords voisins. Et dans ce moment de calme parfait, Victoria l'entendit. La subtile variation dans le 3e mouvement, la touche personnelle dans le crescendo que seule une personne avait jamais ajouté à cette pièce. « Oh mon Dieu !» soupira-t-elle. C'était l'arrangement de son père, exactement celui qu'il lui avait joué chaque soir quand elle était l'âge d'Emma. Celui qu'il avait créé juste pour elle, avec de petites blagues musicales et des références que seul comprenait. Celui qu'aucun enregistrement n'avait capturé, qu'aucune partition ne contenait, qui était mort avec lui 2 ans auparavant. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Les larmes qu'elle n'avait pas versées lors d'une centaine de réunions du conseil d'administration se mirent soudain à couler sur ses joues parfaitement maquillées. Ses genoux se dérobèrent sous elle et elle serait peut-être tombée si Maria ne l'avait pas retenue. « Maman ?» La voix d'Emma était maintenant inquiète. « Ça va ?» La musique continuait, tissant son charme autour d'eux. Les yeux du musicien étaient fermés, perdus dans un monde de sons et de souvenirs. Ses doigts volaient sur les cordes avec une précision qui témoignait d'années d'entraînement, d'un don naturel perfectionné à la perfection. Ce n'était pas un simple musicien de rue. C'était la dernière note, restée suspendue dans l'air comme une question. L'homme baissa lentement son violon, comme s'il revenait d'un long voyage. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient humides de larmes contenues. Comment? La voix de Victoria n'était qu'un murmure. Comment connaissez-vous cet arrangement? L'homme la regarda longuement, puis baissa les yeux vers Emma, qui rayonnait comme si elle venait d'assister à un miracle. « Je connaissais votre père », dit-il simplement. Ces mots frappèrent de Victoria comme un coup de tonnerre. « C'est impossible. Cet arrangement était privé. Il ne l'a joué qu'une seule fois pour moi, à Vienne, il y a 5 ans. » La voix de l'homme était lourde de souvenirs. La veille du jour où tout s'est effondré. L'esprit de Victoria s'emballa. Vienne, il y a 5 ans. Son père était là pour une conférence et avait parlé d'une rencontre avec un jeune virtuose, Alexander Chen, souffla-t-elle. L'homme tressaillit comme si elle l'avait giflé. Cette personne n'existe plus. Mais vous étiez... Le Times vous a qualifié de plus grand violoniste de votre génération. Vous aviez tout. Et puis vous avez disparu après le scandale. Oui, sa voix était amère à présent, après avoir perdu tout ce qui comptait. Emma regarda les 2 adultes, son jeune esprit, essayant de comprendre le changement soudain d'ambiance. « Maman, qui est-ce » Victoria ne pouvait pas répondre. Elle était trop occupée à fixer le fantôme devant elle. Alexander Chen, le prodige qui avait conquis le monde classique, le virtuose qui avait joué pour des présidents et des membres de la royauté, l'artiste qui avait disparu du jour au lendemain il y a 5 ans, au milieu de rumeurs de scandales et de trahison. Et maintenant, il était assis sur un trottoir froid de Manhattan, jouant pour quelques pièces. On devrait y aller.
dit Alexander en commençant à ranger son violon. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. Non, le mot venait d'Emma, ferme et clair. Tu as fait pleurer maman de joie. Personne n'avait réussi ça depuis longtemps. Emma, et tu as joué la chanson spéciale de grand-père, celle que personne d'autre ne connaît. La logique de la petite fille était simple et irréfutable. Ça veut dire quelque chose. Alexander regarda l'enfant, puis sa mère. Victoria Sterling, PDG d'une entreprise du Fortune 500, qui dirigeait des conseils d'administration et faisait plier les marchés à sa volonté, se tenait devant lui, le mascara coulant sur ses joues et son armure soigneusement construite en miettes à ses pieds. « Madame Sterling », commença-t-il. Victoria, corrigea-t-elle automatiquement, puis elle eut l'air surprise d'elle-même. « Victoria », dit-il en testant prudemment le nom. « Votre père était un homme bon. Il n'a pas arrêté de parler de vous cette nuit-là à Vienne. Il disait que vous étiez sa plus grande réussite. » De nouvelles larmes coulèrent sur les joues de Victoria. Il disait ça. Il disait que vous étiez brillante, motivée et absolument imparable. Mais il s'inquiétait que vous soyez seule, que vous travailliez trop dur et que vous aimiez trop peu. Alexander fit une pause, semblant lutter avec quelque chose. Il disait que la seule chose qui manquait à ta vie était quelqu'un qui pourrait te faire entendre à nouveau la musique. Victoria retint son souffle. C'étaient les mots exacts que son père lui avait dit quelques semaines avant sa mort. Comment cet inconnu pouvait-il le savoir? Je pense, annonça Emma en tirant la main de sa mère, que grand-père l'a envoyé vers nous. Emma, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, n'est-ce pas? Rétorqua la petite fille. Tu dis toujours qu'il n'y a pas de coïncidence dans les affaires. Alors pourquoi est-ce différent? Victoria n'avait pas de réponse à cette question. Elle regarda Alexander, le regarda vraiment. Sous sa barbe de 3 jours et ses vêtements usés, elle pouvait voir l'homme qu'il avait été. Des pommettes saillantes, des yeux intelligents, des mains qui pouvaient créer de la magie à partir de bois et de ficelles. Mais plus que ça, elle voyait la douleur qu'il portait en lui, la perte qu'il avait fait passer du sommet du succès à ce coin froid. Elle connaissait cette douleur, elle la vivait tous les jours. « Dîne avec nous », s'entendit-elle dire. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. « Quoi? Le dîner de ce soir. Emma a raison, il n'y a pas de coïncidence. » Victoria remit son masque de PDG, une armure contre la vulnérabilité du moment. D'ailleurs, je veux savoir comment tu connaissais vraiment cet arrangement. Victoria sentit le sang se retirer de son visage. Je quoi? Dîner ce soir. Emma a raison. Il n'y a pas de coïncidence. Le masque de PDG de Victoria se remit en place, armure contre la vulnérabilité du moment. En plus, je veux savoir comment tu connaissais vraiment cet arrangement. Victoria, mademoiselle Sterling. Maria l'interrompit gentiment. La voiture attend. La réalité de la réunion du conseil d'administration revint brutalement. Victoria jeta un coup d'œil à sa montre et jura doucement. « Je dois y aller, mais dîner ce soir. 20h. Daniel sur la 65e Est. Je ne peux pas aller chez Daniel en ayant l'air de ça, ne prends pas cet air-là. » Victoria sortit sa carte et la glissa dans sa main. « Il y a une boutique pour hommes sur Madison Armitage & Sons. Dis-leur de facturer mon compte. Je ne peux pas accepter. Tu peux et tu le feras. » Sa voix ne souffrait aucune discussion. Emma t'a proposé un marché. Et les Sterling tiennent toujours leurs promesses, n'est-ce pas, ma chérie? Toujours. Emma acquiesça solennellement. Alexander regarda la carte, puis la femme et l'enfant devant lui. C'est fou. Oui, acquiesça Victoria. Complètement dingue. On se voit à 20 AH. Elle se retourna pour partir, mais Emma se dégagea une nouvelle fois et courut vers Alexander. Merci d'avoir joué la chanson de grand-père, murmura-t-elle. Maman avait besoin de l'entendre, puis elle disparut. Elle courut rejoindre sa mère et sa nounou, laissant Alexander seul sur le trottoir avec une carte de visite et le sentiment que les murs qu'il avait soigneusement érigés venaient de subir leur première fissure sérieuse en 5 ans. Alors que la voiture de Sterling Town s'éloigna, Emma pressa son visage contre la vitre, regardant la silhouette solitaire devenir de plus en plus petite. « Maman, dit-elle pensivement, je pense que ça va marcher. Qu'est-ce qui va marcher, ma chérie? Mon plan pour te rendre à nouveau heureuse. » Victoria serra sa fille contre elle, respirant le parfum de son shampoing à la fraise. « Oh Emma, ce n'est pas si simple. » Mais Emma se contenta de sourire. Un sourire secret qui aurait inquiété sa mère si elle l'avait vu. Car Emma Sterling n'avait peut-être que 5 ans, mais elle avait hérité de bien plus que du caractère têtu de sa mère et de l'amour de la musique de son grand-père. Elle avait hérité de leur capacité à anticiper 10 coups à l'avance, et elle avait planifié ce moment depuis bien plus longtemps que quiconque aurait pu l'imaginer. Alexander Chen se tenait devant le miroir de sa chambre d'hôtel miteuse, reconnaissant à peine l'homme qui le regardait.
Le coiffeur d'Armitage & Sons avait fait des miracles, effaçant des mois de négligence pour révéler le visage qui avait autrefois orné les pochettes d'albums et les programmes de concert. Le costume, italien, gris anthracite, parfaitement coupé, le transformait de musicien de rue en quelqu'un qui avait sa place dans le monde de Victoria Sterling. Presque. Ses mains tremblaient alors qu'il ajustait sa cravate pour la 5e fois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il aurait dû prendre la carte et disparaître, trouver un autre coin dans une autre ville où le passé ne pourrait pas le suivre. Mais ses yeux, pas le regard sophistiqué de Victoria, mais la certitude innocente d'Emma, l'avaient piégé plus efficacement que n'importe quel contrat n'aurait pu le faire. L'enfant l'avait regardé comme s'il était une personne, pas un scandale, comme s'il méritait d'être sauvé. Son téléphone, un jetable qu'il avait acheté cet après-midi-là avec l'argent de la carte de Victoria, vibra pour signaler l'arrivée d'un SMS. Une voiture l'attendait en bas. Bien sûr, elle avait envoyé une voiture. Victoria Sterling ne laissait rien au hasard. Le trajet jusqu'à Daniel le conduisit à travers un Manhattan qu'il avait autrefois connu intimement. Il passa devant le Lincoln Center où il avait fait ses débuts américains à 19 ans. Il passa devant les hôtels où il avait séjourné dans des suites penthouse, ivre de succès et de la certitude que son étoile ne s'éteindrait jamais. Comme il était jeune, comme il était stupide. Le restaurant semblait sortir d'un rêve. Une lumière chaude se déversait sur le trottoir. Des couples élégants étaient visibles à travers les fenêtres. La promesse subtile d'un monde où tout était beau et où rien ne faisait mal. Alexander sentit son estomac se nouer. Il n'avait plus sa place ici. Il appartenait aux ombres, aux espaces intermédiaires. Monsieur Chen. Il se retourna et vit Victoria Sterling debout à côté d'une autre voiture de ville. Et pendant un instant, les mots qu'il avait soigneusement préparés moururent dans sa gorge. Elle portait une robe noire à la fois conservatrice et ravissante, ses cheveux tombant en douces ondulations autour de ses épaules. L'armure de l'entreprise avait disparu, tout comme le contrôle rigide. C'était une femme, pas une PDG, et la vulnérabilité dans ses yeux correspondait à la sienne. « Tu es venu », dit-elle doucement. « Tu as envoyé une voiture, tu aurais pu la renvoyer. » Il pensa à une douzaine de réponses, toutes inadéquates. « Où est Emma ?»« À la maison, à l'heure du coucher. Elle m'a fait promettre de prendre une photo de toi pour prouver que tu es venu. » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. « Elle est tenace comme sa mère, j'imagine. Que Dieu nous vienne en aide. » Victoria fit un geste vers le resto. « On y va ?» À l'intérieur, Daniel était exactement comme Alexander s'en souvenait. Éclairage tamisé, nappes blanches immaculées, murmures discrets d'argent et de pouvoir concluant des affaires autour d'un vin parfait. Le maître d'hôtel salua Victoria par son nom et les conduisit à une table d'angle qui offrait de l'intimité sans paraître cachée. « Du vin ?» demanda Victoria une fois qu'ils furent assis. « Je ne bois plus. »« Depuis quand ?»« Depuis que j'ai perdu le droit de célébrer quoi que ce soit. » Les mots y restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Victoria commanda quand même une bouteille. « Je pourrais en avoir besoin », expliqua-t-elle. Et ils restèrent assis en silence pendant que le sommelier accomplissait son rituel. « Alors, » dit finalement Victoria, « Alexander Chen, tu sais qui j'étais. Je sais ce que les journaux ont dit. Violoniste prodige, la plus jeune à avoir remporté le concours Tchaïkovski. Contrat d'enregistrement avec Deutsche Grammophon à 21 ans. » Puis elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. L'incident à Vienne. Alexander serra les mâchoires. « C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant ? Un incident ? Comment appelleriez-vous ça ? La fin. » Il fixa son verre d'eau, revivant une autre nuit, un autre restaurant, une autre vie qui s'effondrait en temps réel. Tout s'était terminé cette nuit-là. « Mais vous êtes toujours là. »« Ah bon ?» Il leva les yeux et croisa son regard. « L'Alexander Chen dont tu parles est mort il y a 5 ans. Je ne suis que... Que reste-t-il » Victoria se pencha en avant, son esprit analytique en action. Que s'est-il vraiment passé? Les rapports étaient vagues. Quelque chose à propos d'un scandale, d'une trahison, d'une femme. Est-ce important? Mon père était là cette nuit-là à Vienne. Il ne m'a jamais dit ce qu'il avait vu, mais il est revenu changé, plus triste. Il a dit quelque chose à propos d'avoir été témoin de la destruction d'un talent pur par des motifs impurs. Elle fit une pause. Il a essayé de te retrouver après, pour t'aider. Alexander retint son souffle. Il l'a fait pendant des mois. Il a engagé des détectives privés, contacté ton ancien manager, mais tu avais complètement disparu. Je suis doué pour disparaître. Pourquoi? Cette question simple exigeait une réponse complexe. Alexander fut sauvé par l'arrivée du serveur, mais ce répit fut temporaire. Ils commandèrent Victoria avec l'efficacité décisive de quelqu'un habitué à prendre une centaine de décisions par jour.
Alexander désigna au hasard quelque chose qu'il n'avait pas l'intention de manger. Puis, ils se retrouvèrent à nouveau seuls. « Parle-moi de cet arrangement. » Victoria changea de tactique. « La variation de mon père sur Pachelbel. Comment l'as-tu vraiment apprise? Au moins, c'était un terrain plus sûr. Ton père et moi nous sommes rencontrés lors d'une réception après mon concert. La Musikverein. Tout le monde voulait parler de ma technique, de mon interprétation, de mon avenir, mais pas ton père. » Alexander sourit à ce souvenir. Il voulait parler de l'importance de la musique, de la façon dont elle nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ça ressemble bien à lui. On s'est retrouvés dans une salle de répétition à 3 heures du matin, légèrement ivre de bon whisky et d'une conversation encore meilleure. Il a joué cet arrangement et m'a parlé de toi, de la façon dont il l'avait créé à ta naissance, ajoutant une nouvelle variation pour chaque année de ta vie. Les yeux de Victoria brillaient. Je ne savais pas ça à propos des variations. Il y en avait 27. Quand je l'ai rencontré, il travaillait sur la 28e. Il n'a jamais pu la terminer. Je suis désolé. Crise cardiaque. Il y a 2 ans, il était à son bureau, travaillant tard comme d'habitude. Elle but une gorgée de vin, s'observant. Emma n'avait que 3 ans, mais elle se souvient de lui, se souvient de la musique. Elle est remarquable. Elle est tout pour moi. Le masque professionnel de Victoria tomba complètement. Certains jours, je pense qu'elle est la seule chose qui me permet de rester humain. Je pense que le conseil d'administration préférerait une machine, quelqu'un qui pourrait prendre des décisions sans tous ces sentiments gênants. C'est pour ça que tu te travailles jusqu'à l'épuisement, pour éviter de ressentir des émotions? Elle le regarda d'un air sévère. C'est présomptueux, mais exact. Tu peux parler, vivre dans la rue plutôt que d'affronter la réalité. Quoi? De quoi fuis-tu, Alexander? Il resta silencieux pendant un long moment, observant les élégants convives autour d'eux mener leur vie parfaite. As-tu déjà eu tout ce que tu pensais vouloir et réalisé que tout cela était basé sur un mensonge? Je dirige une entreprise du Fortune 500. Je nage dans les mensonges quotidiennement, mais tu connais leurs mensonges. Tu les vois venir, tu les utilises de manière stratégique. Sa voix baissa. Et si ce n'était pas le cas? Et si tu croyais vraiment, puis découvrais que tous ceux en qui tu avais confiance se moquaient de toi? Leur repas arriva, magnifique et intact, tandis qu'ils tournaient l'un autour de l'autre en échangeant des mots. Il y avait une femme, dit finalement Alexander, Sofia Marquez, une pianiste. Je pensais qu'on était tout l'un pour l'autre. La musique, l'amour, l'avenir, tout réuni dans un ensemble parfait. On allait partir en tournée ensemble, enregistrer ensemble, faire le genre de musique qui change des vies. Mais elle était déjà mariée à mon manager et ils utilisaient mon talent, mes relations, ma fortune grandissante pour financer leurs propres ambitions. 5 ans de ma vie, Victoria. 5 ans à croire que je construisais quelque chose de réel alors qu'ils transféraient de l'argent, concluaient un désaccord, se positionnaient pour tout prendre au moment opportun. L'incident de Vienne. Un journaliste enquêtait sur des irrégularités financières. Il m'a confronté à la réception après mon concert, devant tout le monde, les donateurs, les critiques, les autres musiciens. Il avait des documents, des preuves de détournement de fonds, de fraude, des contrats que j'avais soi-disant signés. Et Sofia, sa voix s'est légèrement brisée. Elle se tenait là, à côté de son mari, et agissait comme si elle me connaissait à peine, comme si j'étais un fan délirant qui avait imaginé toute notre relation. Victoria s'est penchée par-dessus la table, presque touchant sa main avant de se retirer. Alexander, le scandale a tout détruit du jour au lendemain. Concerts annulés, contrats d'enregistrement annulés, réputation en ruine. Peu importait que j'ai finalement été blanchi de toute accusation pénale. Dans notre monde, la perception est tout. Et j'étais perçu soit comme un criminel, soit comme un idiot. Aucun des deux n'est bien vu au Carnegie Hall. Alors, tu as disparu. Que pouvais-je faire d'autre? Me battre pour une carrière bâtie sur des mensonges, essayer de reconstruire en sachant que tout le monde se poserait toujours des questions. Il rit amèrement. J'ai pris le peu d'argent qu'il ne m'avait pas volé, et j'ai disparu. J'ai vendu tous mes violons sauf un. J'ai trouvé des coins où jouer où personne ne reconnaîtrait le grand Alexander Chen tombé bien bas, jusqu'à ce qu'une fillette de 5 ans reconnaisse tes mains. Cela lui arracha un sourire sincère. Elle a hérité de son grand-père le sens du détail et la conviction que la musique peut sauver les gens. Victoria fit une pause, rassemblant son courage. Est-ce que ce que tu essayais de faire aujourd'hui, te sauver? Je n'essayais rien du tout. Je vivais, c'est tout. Un autre jour, un autre coin de rue, quelques dollars pour rester invisible. Il la regarda enfin directement.
Je ne m'attendais pas à ce qu'une petite tyranne en vêtements de marque me fasse jouer, à nouveau. Elle a cet effet sur les gens. Le mois dernier, elle a convaincu le président de la Réserve fédérale d'assister à son goûter avec ses ours en peluche. Il est venu avec des petits gâteaux et tout le reste. Emma a le don de vous faire croire que tout ce qu'elle demande est non seulement possible, mais nécessaire. Comme sa mère. Victoria a ri, et le son de son rire a résonné comme des clochettes d'argent dans le calme raffiné du restaurant. Oh non, je démolis. Emma illumine. Elle te montre ce que tu veux avant même que tu ne saches que tu le veux. Et que pense-t-elle que je veux? La question restait en suspens entre elles, chargée de possibilités. Victoria prit une autre gorgée de vin, réfléchissant à la même chose qu'elle pense que je veux, apparemment. Quelqu'un qui comprend la musique. Je ne comprends plus rien. Moi non plus. Elle fit signe au serveur pour demander l'eau addition. C'est ce qui me terrifie. Avant, j'avais tout planifié, chaque mouvement calculé 3 coups à l'avance. Puis mon père est mort et j'ai réalisé que tous mes plans n'étaient que du bruit. Un bruit de fond pour éviter d'entendre le silence. Alexander comprenait ce silence. Il y vivait depuis 5 ans, seulement interrompu par les échos fantomatiques de mélodies qu'il ne se permettait plus de jouer. Emma entend autre chose, a continué Victoria. En toi, en moi. Une harmonie potentielle que nous étions trop abîmés pour percevoir. Elle a 5 ans. Elle croit au conte de fées. Peut-être Victoria signale l'addition avec une aisance acquise à force de pratique. Ou peut-être est-elle la seule à y voir clair. Ils se levèrent pour partir, le repas presque intact, mais quelque chose d'indéfinissable avait changé entre eux. Dehors, la nuit de novembre était devenue glaciale, le vent balayant le canyon formé par les immeubles. « Je peux te conduire quelque part ?» proposa Victoria. « Je vais marcher, il gèle. Je sais. » Il resserra son nouveau manteau autour de lui. « J'ai besoin de réfléchir. » Elle acquiesça, comprenant le besoin de solitude après tant de révélations. « Alexander, ce que j'ai dit à propos du dîner, à propos de l'accord d'Emma, tu ne nous dois rien. Si tu veux disparaître à nouveau, je ne t'en empêcherai pas. Et Emma, je m'occuperai d'Emma. Elle a 5 ans. Elle oubliera. » Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Emma Sterling n'oubliait rien, surtout pas les promesses faites et la musique partagée. « Je peux te poser une question ?» demanda soudain Alexander. « Bien sûr. Pourquoi m'as-tu vraiment invité à dîner ? Ce n'était pas juste par curiosité au sujet de l'arrangement. » Victoria resta silencieuse pendant un long moment, son souffle visible dans l'air froid. « Quand tu as joué aujourd'hui, pour la première fois depuis 2 ans, je me suis souvenu de ce que c'était que de ressentir autre chose que de la fatigue, autre chose que des responsabilités, autre chose que la solitude. Et ça t'a fait peur, ça m'a terrifié. Et elle sourit. Vraiment, je n'ai pas le temps pour les sentiments, Alexander. J'ai une entreprise à diriger, une fille à élever, un héritage à protéger. Et vivre sa vie, c'est un luxe que je ne peux pas me permettre. » Il voulait discuter, lui dire que la vie n'était pas un luxe, mais une nécessité. Mais qui était-il pour parler? Il avait simplement survécu pendant 5 ans, appelant ça vivre. « Je devrais y aller, » dit Victoria. « Réunion tôt demain, toujours une réunion tôt. » Victoria. Il lui attrapa la main alors qu'elle se retournait pour partir, les surprenant tous les deux. « Merci pour le dîner, pour les vêtements, pour ne pas avoir appelé la police quand ta fille a abordé un inconnu. Remercie Emma. » C'était son idée. « Vraiment ?» Elle fronça les sourcils. « Comment ça ?» Elle semblait juste très préparée aujourd'hui, très précise dans son plan. Elle planifie toujours quelque chose. La semaine dernière, elle a essayé de restructurer le système de distribution des collations de sa maternelle pour plus d'efficacité. L'expression de Victoria s'adoucit. Elle est parfois trop intelligente pour son propre bien, comme sa mère, comme son grand-père. Elle lui serra la main doucement avant de la lâcher. « Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit. » Il la regarda monter dans la voiture qui l'attendait, élégante et intouchable comme une princesse de conte de fées retournant dans sa tour. Mais alors que la voiture s'éloignait, elle jeta un regard en arrière à travers la vitre arrière. Et à ce moment-là, elle n'était qu'une femme qui avait perdu son père, élevant seule sa fille, essayant de se souvenir du son de la musique. Alexander marcha pendant des heures, cette nuit-là, ses nouvelles chaussures lui faisant des ampoules qu'il ne sentait pas. La ville défilait autour de lui, touristes et habitants, riches et pauvres, toutes ces âmes solitaires cherchant à créer des liens dans la vaste indifférence de Manhattan. Il se retrouva sur la place où tout avait commencé. L'endroit où il s'était assis ce matin-là, désormais occupé par une autre âme, essayant de survivre. Son étui à violon était resté dans sa chambre d'hôtel, attendant, toujours attendant. Pendant 5 ans, il avait été son fardeau,
portant le poids de celui qu'il était autrefois. Mais ce soir-là, pour la première fois, il lui semblait être autre chose, une possibilité. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. Il l'ouvrit pour trouver une photo. Emma, en pyjama de princesse, tenant un éléphant en peluche, souriant à la caméra, avec un sourire édenté. Le message ci-dessous était écrit avec la calligraphie précise de Victoria. La preuve pour Emma que tu t'es présentée. Elle dit de te dire que l'éléphant s'appelle Pelbel. Elle ne lui avait jamais donné de nom avant ce soir. Alexander a fixé la photo jusqu'à en avoir mal aux yeux. Quelque part dans cette grande ville, une petite fille avait donné à son éléphant le nom d'un compositeur baroque parce qu'un violoniste brisé avait joué la chanson de son grand-père. Quelque part, sa mère travaillait probablement tard, érigeant des murs contre les sentiments qui menaçaient son contrôle minutieux. Et là, il se tenait, coincé entre son passé et leur avenir, se demandant si des gens brisés pouvaient créer une musique harmonieuse. Son téléphone vibra à nouveau. Emma dit aussi que tu as oublié de lui demander la deuxième phase de son plan. Citation directe. Il aura besoin de savoir pour la compétition. La compétition? Quelle compétition? Mais quand il essaya de répondre, les messages ne pouvaient pas être envoyés. Le numéro avait été déconnecté. Bien sûr, Victoria Sterling ne laissait pas de détails en suspens. Sauf, apparemment, quand elle le faisait, Alexander leva les yeux vers les immeubles imposants qui l'entouraient. Leur lumière ressemblait à des étoiles dans la constellation terrestre de Manhattan. Quelque part derrière l'une de ses fenêtres, un petit génie de 5 ans planifiait son avenir, avec la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais appris que les plans pouvaient échouer, que les gens pouvaient décevoir, que la musique pouvait mourir. Peut-être que cette certitude était contagieuse. Peut-être était-ce exactement ce dont deux âmes brisées avaient besoin. Peut-être qu'Emma Sterling savait exactement ce qu'elle faisait. En retournant à son hôtel, Alexander se surprit à fredonner. Juste quelques mesures, à peine audibles au-dessus de la symphonie nocturne de la ville. Mais c'était la première musique qu'il composait sans larmes depuis 5 ans. Elle sonnait comme de l'espoir. Elle sonnait comme le début de quelque chose d'impossible. Cela ressemblait à la phase 2. « Maman, tu es égoïste ». Victoria Sterling faillit s'étouffer avec son café du matin. De l'autre côté de la table du petit déjeuner, Emma était assise dans une posture parfaite, mangeant ses crêpes aux myrtilles bio avec la précision mesurée de quelqu'un qui livre une évaluation d'entreprise. « Pardon ?» Victoria posa son café avec précaution, employant le même ton qu'elle utilisait lorsque les membres du conseil d'administration disaient en quelque chose de particulièrement audacieux. « Tu es égoïste !» répéta Emma en s'essuyant la bouche avec sa serviette. « Monsieur Alexander est venu dîner comme tu le lui avais demandé. Mais tu ne l'as pas appelé depuis 3 jours. Emma, c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. » La fillette de 5 ans fixa sa mère d'un regard qui aurait pu négocier des traités internationaux. « Tu l'aimes bien, il t'aime bien, il joue de la belle musique. Tu as besoin de belle musique. Les maths. La vie n'est pas des maths, ma chérie. Tout est maths. C'est toi qui me l'as appris. » Victoria n'avait aucune réponse à opposer à sa propre philosophie qui lui était renvoyée par quelqu'un qui avait encore besoin d'aide pour lasser ses chaussures. Elle avait passé les 3 derniers jours à se plonger dans le travail, évitant le souvenir du dîner avec Alexander. La façon dont ses yeux avaient regardé lorsqu'il avait parlé de perte. La façon dont sa main avait été dans la sienne pendant ce bref instant à l'extérieur du restaurant. D'ailleurs, Emma continua à manger ses crêpes. Le concours a lieu dans 2 semaines. Quel concours? Celui auquel je l'ai inscrit. La tasse de café de Victoria se figea à mi-chemin de ses lèvres. « Emma Marie Sterling, qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrangé les choses. » Emma releva le menton avec l'obstination dont elle avait hérité. Le gala d'hiver de la Fondation Steinbeck. Ils organisent toujours un spectacle. Cette année, ils organisent un concours pour les musiciens classiques. Le gagnant remporte 50 000 $ et un contrat d'enregistrement avec Rap City Studio. Comment tu es au courant? Madame Chen, du cours de violon, fait partie du comité. Je lui ai parlé de Monsieur Alexander. Emma, tu ne peux pas simplement... J'ai utilisé ton ordinateur. Quoi? Pour l'inscrire. Je connais ton mot de passe. C'est mon anniversaire et celui de grand-père. L'expression d'Emma suggérait qu'il s'agissait d'un niveau de sécurité amateur. J'ai envoyé sa candidature depuis ton email pour que ça ait l'air vrai. Victoria regarda sa fille, partagée entre l'horreur et une étrange fierté. C'est de la fraude, Emma. Ah bon? Tu as dit que les Sterling respectaient leurs engagements. J'ai conclu un accord. Je le respecte, en falsifiant ma signature électronique, en l'aidant. Les yeux d'Emma se remplirent soudainement de larmes. La première fissure dans sa façade de PDG miniature. Maman, il est si triste et talentueux. Et il te fait sourire. Ton vrai sourire,
pas ton sourire professionnel. Pourquoi tu ne l'aides pas? Les larmes ont bouleversé Victoria plus que n'importe quelle embuscade dans une salle de réunion n'aurait pu le faire. Elle a contourné la table et a attiré Emma sur ses genoux. « Chérie, on ne peut pas simplement réparer les gens. Monsieur Alexander a vécu des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Mais la musique répare les choses. Grand-père l'a toujours dit. Pas tout. Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. » Emma s'essuya les yeux avec ses poings. « Et si tu ne veux pas essayer, je le ferai. » Victoria serra sa fille contre elle, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise et se demandant depuis quand les enfants de 5 ans étaient devenus si formidables. En vérité, elle avait pensé à appeler Alexander, avait pris son téléphone une douzaine de fois, mais l'avait toujours reposé. Que lui dirait-elle? Qu'elle avait rêvé de sa musique? Qu'elle avait cherché ses anciens enregistrements sur Internet et s'était endormie en les écoutant? Que pour la première fois depuis la mort de son père, elle avait senti quelque chose se fissurer dans les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Maman. La voix d'Emma était étouffée contre son épaule. « Oui, ma chérie, j'ai peut-être aussi dit à Madame Chen qu'il serait à son goûter cet après-midi pour discuter du concours. Emma, c'est à 15h. Je l'ai noté dans ton agenda. » Victoria se recula pour regarder le visage angélique et innocent de sa fille. « Tu es terrifiante. Merci. » Emma rayonnait. « Maria peut venir me chercher à l'école. Tu devrais aller à l'hôtel où Monsieur Alexander séjourne et l'amener au thé. Comment sais-tu dans quel hôtel il est? Je t'ai entendu dire à Monsieur Jameson de demander au service comptabilité de s'occuper de la facture, le Whitmore sur la 47e. » Emma glissa de ses genoux. « Tu devrais porter la robe bleue, celle qui fait briller tes yeux. » « Mes yeux ne brillent pas. Ils brillaient au dîner quand il a parlé de grand-père. » Victoria regarda sa fille s'éloigner en sautillant pour se préparer pour l'école, se demandant si elle avait en quelque sorte donné naissance à une petite marionnettiste. Mais sous le choc provoqué par les déclarations d'Emma, elle ressentit autre chose. Une vague d'anticipation qu'elle essayait de réprimer depuis 3 jours. 2 heures plus tard, elle se tenait devant l'hôtel Whitmore, après avoir changé 3 fois de tenue avant de choisir la robe bleue suggérée par Emma. Elle se disait qu'elle venait ici pour s'excuser des manigances d'Emma pour extraire Alexander de la toile que sa fille avait tissée. Mais la vérité était plus simple et plus compliquée. Elle voulait le revoir. Le réceptionniste la dirigeait vers la chambre 411 avec un professionnalisme discret qui suggérait que les musiciens en fuite n'étaient pas les clients les plus inhabituels de l'hôtel. Victoria a pris l'ascenseur, ses talons claquant sur la moquette usée alors qu'elle cherchait sa porte. Elle frappa avant de perdre son sang-froid. Silence, puis des bruits de pas, et la porte s'ouvrit pour révéler Alexander en jean et t-shirt de l'université Columbia. Ses cheveux ébouriffés, des partitions éparpillées partout dans la petite pièce. « Victoria » cligna-t-il des yeux comme si elle était une hallucination. « Ma fille est une terroriste, je suis désolé. Une petite terroriste adorable qui falsifie des signatures, prend des rendez-vous et, apparemment, dirige ma vie désormais. » Victoria prit une inspiration. « Puis-je entrer ?» Il s'écarta précipitamment, ramassant les partitions qui jonchèrent la seule chaise. « Je ne m'attendais pas à ce que la pièce soit en désordre. Vous devriez voir mon bureau. » Elle regarda autour d'elle, observant l'espace modeste, l'étui à violon abîmé dans le coin, la façon dont il avait essayé de le rendre plus accueillant avec quelques livres et une plante provenant de la bodega en bas. « Alexander, je dois m'excuser pourquoi. Emma t'a inscrit à un concours en utilisant mon nom sans permission. » Son visage passa par plusieurs expressions avant de s'arrêter sur un amusement rofal. « Bien sûr, elle l'a fait. Tu n'es pas fâché. Ta fille a retrouvé mon hôtel, a fait des recherches sur les concours de musique classique et a commis une petite fraude pour aider un inconnu. Je suis plus impressionné que fâché. Ne l'encourage pas. Elle est déjà trop sûre d'elle dans ses manigances. Peut-être que la confiance en ses manigances est un trait de famille. » Victoria se surprit à sourire. « Je préfère les appeler des initiatives stratégiques. » « Ah, bien sûr. » Il s'est appuyé contre le bureau, l'observant attentivement. « Et maintenant, tu veux que je me retire? Tu veux te retirer? Je n'ai pas participé à un concours depuis 5 ans. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. » Alexander est resté silencieux pendant un moment, regardant les partitions éparpillées autour d'eux. La fondation Steinbeck. C'est sérieux. De vrais musiciens, de vrais juges, de vraies conséquences. Tu n'es pas une vraie musicienne? Je suis une artiste de rue avec un passé tragique. Ils recherchent l'avenir. Peut-être que l'avenir a besoin d'un passé. Peut-être qu'il a besoin de quelqu'un qui comprend la perte et la rédemption. Victoria ramassa l'une des partitions, Mozart, couverte de notes au crayon. Tu t'es entraîné à tes vieilles habitudes ou à de nouveaux débuts? Il la regarda d'un air sévère.
pourquoi es-tu vraiment ici, Victoria ?» La question resta en suspens entre eux, exigeant honnêteté. Victoria posa la partition, choisissant ses mots avec soin. « Parce que ma fille de 5 ans a raison. Je suis égoïste. J'ai ressenti quelque chose au dîner. Quelque chose que j'évite depuis 2 ans et qui me terrifie. Alors, je me suis plongé dans le travail et je me suis dit que c'était pour le mieux. Et maintenant, il y a un goûter à 15 heures avec le comité de compétition. Et apparemment, on attend ta présence. » Elle sourit. Riley. Emma est particulièrement fière de cette manœuvre. Elle est... Alexander secoua la tête. Elle n'a vraiment que 5 ans ? 5 ans, mais bientôt 50. Elle tient son esprit stratégique de moi. Mais la conviction que les gens méritent d'être sauvés, ça, elle tient de son grand-père. Il devait être extraordinaire. Il l'était. Et il aurait adoré ça. Toi, la compétition, les plans d'Emma. Il disait toujours que la meilleure musique venait de gens qui avaient été brisés et s'étaient reconstruits autour de la mélodie. Je ne suis pas reconstruit, moi non plus, mais peut-être. Victoria s'approcha, assez près pour voir les reflets dorés dans ses yeux sombres. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'être reconstruit, peut-être qu'on doit juste être prêt à jouer à nouveau. C'est ce que tu fais, jouer à nouveau? Je ne sais pas, je suis resté en sécurité pendant si longtemps. Je ne suis pas sûr de me souvenir d'une autre façon d'être en sécurité, c'est surestimé, dit l'homme qui se cache dans des chambres d'hôtel. Touché, il sourit, un vrai sourire qui transforma son visage hanté en un visage séduisant. Donc, ce goûter, Madame Chen, membre du comité et complice involontaire d'Emma. 15 heures. Discussion formelle sur les conditions de la compétition. Victoria marqua une pause. Tu n'es pas obligé d'y aller. Je peux trouver une excuse, arranger les choses. Ou tu peux venir rencontrer le comité. Voir si Emma a peut-être raison au sujet des secondes chances. Alexander regarda autour de lui la pièce, l'espace exigu. La solitude se manifestait dans le mobilier de l'hôtel et les plateaux du service d'étage. Puis il regarda Victoria dans sa robe bleue, ses yeux étincelants comme Emma l'avait promis, lui offrant quelque chose qui pouvait être de l'espoir ou un chagrin d'amour, mais qui n'était certainement pas sans risque. « J'aurais besoin d'un costume. » Elle fut envahie par un sentiment de soulagement. « Tu as gardé celui du dîner. » Ça semblait du gâchis de le rendre. Pragmatique ou optimiste? Ils se sourirent. 2 personnes blessées, faisant prudemment un pas vers quelque chose qu'aucun d'eux n'osait vraiment nommer. « Je devrais y aller, » dit Victoria, « pour te laisser te préparer. La voiture sera là à 14h30. » Victoria, elle appela-t-il alors qu'elle atteignait la porte. « Et si je ne suis pas prête? Pas seulement pour le thé, mais pour tout ça ?» Elle se retourna, voyant ses propres peurs se refléter dans ses yeux. « Alors on ne sera pas prêts ensemble. » Emma semble penser que ça suffit. La logique d'une enfant de 5 ans. Parfois, c'est la meilleure. Alors que la porte se refermait derrière elle, Alexander restait debout dans le silence de sa chambre. Il sentit les murs qu'il avait soigneusement érigés commencer à se fissurer. Dans 2 semaines, il devrait remonter sur scène et tenir un violon devant des juges qui connaissaient son nom, son histoire, sa spectaculaire chute. Cette pensée aurait dû le terrifier. Au lieu de ça, il se retrouva à chercher son violon. Il rejoua Mozart avec une nouvelle détermination, parce que quelque part dans cette ville, une petite fille croyait qu'il méritait une 2e chance. Sa mère était prête à le soutenir malgré ses propres craintes. Et peut-être, juste peut-être, que ça valait la peine de risquer un nouvel échec. La chambre d'hôtel se remplit de musique, de la vraie musique. Pas les morceaux prudents et populaires auxquels il s'était limité dans les rues, mais le répertoire complexe et exigeant qui avait autrefois été sa vie. Ses doigts se souvenaient de chaque note, de chaque nuance, sa mémoire musculaire revenant comme une vieille amie. Dehors, Victoria était assise dans sa voiture, pas tout à fait prête à retourner au bureau. Elle pouvait entendre une musique fantôme, des mélodies dont elle se souvenait du dîner sur la place, de ses rêves où son père jouait du piano tandis qu'Alexander jouait du violon. Son téléphone vibra. Un SMS d'Emma, envoyé d'une manière ou d'une autre depuis sa classe de maternelle. « Tu as mis la robe bleue ?» « Oui. »« Terroriste, j'ai mis la robe. »« Bien. La phase 3 commence à l'heure du thé. Ne le laisse pas s'enfuir. » Phase 3. « Fais confiance au processus, maman. » Victoria rit, surprenant son chauffeur. Sa fille de 5 ans avait des phases, des initiatives stratégiques, un processus. Dieu les aidait tous. Mais alors qu'elle demandait finalement au chauffeur de la ramener à Sterling Industries, elle se surprit à fredonner. C'était l'arrangement de son père, celui qu'Alexander avait joué avec une perfection dévastatrice. Mais il y avait maintenant quelque chose de nouveau, une variation qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Un 29e mouvement peut-être, ou peut-être simplement le son de 2 personnes brisées apprenant à croire en la magie particulière d'Emma Sterling. La compétition avait lieu dans 2 semaines.
La phase 3 commençait à 3 heures, et pour la première fois en 2 ans, Victoria Sterling était impatiente de voir ce qui allait se passer ensuite. La ville défilait à toute vitesse derrière sa fenêtre, avec ses bâtiments de verre et d'acier et son ambition. Mais elle ne voyait rien de tout cela. Au lieu de ça, elle voyait le visage d'Alexander lorsqu'il avait accepté d'essayer. La façon dont l'espoir se manifestait lorsqu'il était encore fragile, encore nouveau, encore assez courageux pour exister malgré toutes les preuves du contraire. Emma avait raison, le calcul était simple. Mais la musique était magnifiquement, terriblement complexe. Et c'est ça, se rendit compte Victoria, qui valait vraiment la peine d'être joué. Le thé de la fondation Steinbeck se tenait dans une maison de ville de Manhattan qui respirait l'argent ancien à travers chaque moulure soigneusement restaurée. Victoria est arrivée avec Alexander et a trouvé Emma déjà là, ayant réussi à convaincre Maria de l'amener directement de l'école. La fillette de 5 ans était assise, parfaitement droite, entre 2 membres âgés du comité, discutant des mérites des différents fabricants de violons avec le sérieux d'un doctorant. « Maman, monsieur Alexander. » Emma a fait un signe enthousiaste, manquant de renverser la tasse de thé de Madame Chen. Je racontais justement à Madame Peton l'histoire du Stradivarius que monsieur Alexander avait l'habitude de jouer. Alexander se raidit à côté de Victoria. « Comment as-tu fait une recherche sur Google ?» Emma répondit simplement. « La Lady Blunt, 1721. Vous l'avez vendue il y a 5 ans à un collectionneur privé au Japon. Cela a dû être très triste. » Le silence se fit dans la pièce. Les membres du comité, Madame Chen, Madame Peton et un homme à l'air sévère présenté comme Monsieur Worthington, se sont tous tournés vers Alexander avec un nouvel intérêt. « Vous êtes cet Alexander Chen » dit lentement Monsieur Worthington. « Le prodige qui a disparu » termina Alexander doucement. « Oui » Victoria le sentit se crisper, prête à s'enfuir. Sans réfléchir, elle posa sa main sur son bras, l'ancrant. « Monsieur Chen a accepté de participer au gala d'hiver » dit-elle d'une voix douce, employant son ton de salle de réunion. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de sa participation. Vraiment ?» Le scepticisme de Monsieur Worthington était palpable. « Le concours a une réputation à défendre. Nous ne pouvons pas avoir. On ne peut pas se permettre quoi ?» Emma l'interrompit, sa jeune voix tranchant comme une lame à travers les faux semblants. « Quelqu'un qui a fait une erreur, quelqu'un qui est tombé. N'est-ce pas à ça que sert la musique? Aider les gens à se relever. » Madame Chen cacha un sourire derrière sa tasse de thé. « L'enfant a raison, Charles. L'enfant a 5 ans, s'énerva Monsieur Worthington. Et apparemment plus sage que certains adultes, remarqua Madame Peton en faisant un clin d'œil à Emma. Dites-moi, Monsieur Chen, vous sentez-vous prêt à reprendre la compétition? Alexander resta silencieux pendant un long moment, sa main bougeant inconsciemment comme s'il pinçait des cordes invisibles. Victoria pouvait sentir son pouls s'accélérer sous sa main. « Je ne sais pas, dit-il finalement, mais j'aimerais le découvrir. Honnêtement ?» Madame Peton acquiesça d'un signe de tête, mieux que la fausse confiance que nous voyons habituellement. « Très bien. Les conditions du concours sont simples. Une pièce du répertoire standard, une œuvre contemporaine et une sélection personnelle qui mettent en valeur votre style unique. Le gagnant. » La jeune Emma a apparemment fait des recherches approfondies. Madame Chen sourit à la petite fille. Reçoit 50 000 $ et une opportunité d'enregistrement avec Rap City Studio. En plus, ajouta Emma pour aider, une performance vedette au gala du Lincoln Center l'année prochaine. Même Victoria n'était pas au courant de ça. Elle regarda sa fille avec un nouveau respect et un peu d'inquiétude. Depuis quand Emma était-elle devenue si minutieuse dans ses plans? « Il y a une condition, » intervint Monsieur Worthington, visiblement toujours agacé. « Tous les concurrents doivent soumettre leur choix de programme avant la fin de la semaine. Aucun changement ne sera accepté après cela. Nous devons nous assurer que les sélections sont appropriées. » Son message était clair. Il surveillerait Alexander, prêt à le disqualifier au premier signe de scandale. « Ça ne posera pas de problème, » dit Alexander, retrouvant sa voix. « Je sais exactement ce que je veux jouer. » Le reste du thé se déroula dans un brouillard de logistique et de conversation polie. Emma charma le comité par sa précocité, tandis que Victoria et Alexander restaient assis dans un silence de plus en plus confortable, leur propre communication secrète coulant sous les convenances sociales. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Madame Peton prit Alexander à part. « Je vous ai vu jouer à Vienne, » dit-elle doucement. « Lors de ce dernier concert, vous étiez magnifique. C'était la nuit où tout s'est joué. Je sais ce qui s'est passé après. Mais la musique, Monsieur Chen, la musique était transcendante. » Elle lui tapota la main de ses doigts fins. « Ne laissez pas les autres vous enlever ça. Ni les critiques,
ni le public, et certainement pas vous-même. Dehors, Emma dansait entre eux sur le trottoir, euphorique du succès de son plan. Vous voyez, ils vous ont adoré. Enfin, sauf Monsieur Worthington, mais il n'aime personne. Madame Chen dit qu'il n'a pas souri depuis 1987. Emma, commença Victoria d'un ton d'avertissement. Quoi? C'est vrai. Et maintenant, Monsieur Alexander peut s'entraîner correctement et gagner le concours. Puis elle s'arrêta brusquement, plaquant ses mains sur sa bouche. Et ensuite, demanda Alexander, amusé malgré lui. Rien. La phase 4 est classée secret défense. Il y a une phase 4. Victoria gémit. Il pourrait y avoir une phase 5, admit Emma. Mais ça dépend de variables qui échappent à mon contrôle. Alexander rit d'un rire riche et sincère. Tu vas devenir une PDG redoutable un jour. Comme maman. Pire. Au moins, ta mère fait semblant de suivre les règles. Les règles sont pour les gens qui n'ont pas de vision. Emma cita, puis fronça les sourcils. Même si Mademoiselle Patterson dit que je dois toujours respecter les règles qui interdisent d'échanger des collations comme des produits dérivés, même si je pourrais tripler la valeur des biscuits de tout le monde avec un timing adéquat sur le marché. Victoria se couvrit le visage de ses mains. J'ai créé un monstre. Un monstre sophistiqué, corrigea Emma. Monsieur Alexander, tu as besoin d'un meilleur endroit pour t'entraîner. Les hôtels ont des murs fins. Maman, parle-lui de l'Emma Marie Sterling. Quoi? Tu as tout cet étage vide chez Sterling Industries avec les salles de conférences insonorisées, celles que grand-père voulait pour avoir de la musique live pendant les réunions du conseil d'administration, mais le conseil a dit que c'était futile. Alexander a regardé Victoria. Tu as des salles insonorisées. Ce n'est pas approprié, commença Victoria. Pourquoi pas? Emma la défia. Elles sont juste là, inutilisées. Grand-père détesterait ça. Il voudrait qu'elles soient utilisées pour la musique. La simple vérité frappa Victoria comme un coup physique. Son père détesterait le gaspillage, le silence là où il avait imaginé la musique. D'accord, s'entendit-elle dire. Vous pouvez utiliser le 23e étage. Il est complètement vide, en attente de rénovation. Les pièces sont insonorisées. Il y a un bon piano dans la salle de conférence principale et la sécurité ne vous dérangera pas. Victoria, je ne peux pas. Si, tu peux. Elle sortit son téléphone et envoya un SMS à la direction de l'immeuble. Je vais faire une carte clé. Tu pourras aller et venir comme tu veux. C'est trop. C'est la phase 3. Emma corrigea. La phase 4 est classée confidentielle. On le sait. Victoria prit sa fille dans ses bras, qui était pratiquement en train de vibrer d'excitation. Mais pour l'instant, la phase 3.5, c'est les devoirs et l'heure du coucher. Les phases n'ont pas de décimale, protesta Emma. Elles en ont quand maman dit qu'elles en ont. Alors que Maria arrivait pour ramener Emma à la maison, la petite fille murmura quelque chose à Alexander qui le fit se figer. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» demanda Victoria alors qu'il regardait la voiture disparaître. Elle a dit que son grand-père lui rendait parfois visite dans ses rêves. La nuit dernière, il lui a dit que j'étais l'élu. La bonne, elle n'a pas détaillé. Alexander enfonça ses mains dans ses poches. « Victoria, ta fille est soit remarquablement intuitive, soit elle se joue de nous tous comme d'un Stradivarius. Je sais. » Victoria soupira. Le plus terrifiant, c'est que je ne sais pas laquelle des deux options est la bonne. Ils marchèrent lentement, aucun des deux n'étant prêt à mettre fin à cet étrange après-midi. La ville entrait dans cette heure dorée entre le jour et le soir où la lumière rendait tout doux et possible. « Je peux te poser une question ?» demanda Victoria. « Quelle pièce vas-tu jouer? Tu semblais très sûr de toi devant le comité. » Alexander resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. « Alors, je vais jouer Chakan pour le répertoire standard. C'est ce que je jouais quand tout s'est effondré. J'ai besoin d'y faire face à nouveau. Et les films contemporains de John Adams Road, qui parlent de la transformation du voyage, me semblaient appropriés. Et la sélection personnelle. » Il s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. « Quelque chose que j'ai écrit ces derniers jours depuis que je t'ai rencontré. Toi et Emma. Ce n'est pas encore fini, mais tu composes à nouveau. Je n'ai rien écrit depuis 5 ans. Je pensais que cette partie de moi était morte. Mais Emma, il secoua la tête. Elle m'a demandé le premier jour si je savais jouer. Une question si simple. Et quand j'ai joué l'arrangement de ton père, j'ai senti quelque chose se réveiller. Pas seulement la mémoire musculaire, mais une possibilité. Victoria sentit des larmes monter de manière inattendue et importune. Mon père aurait adoré ça. Il disait toujours que la musique était une question de transformation, pas de perfection. Un homme intelligent. Il l'était. Elle cligna des yeux avec force. PDG Armure en cours de réassemblage. Le 23e étage sera disponible demain. Je demanderai au service technique de laisser les lumières allumées. Merci pour tout.
Je sais que c'est compliqué pour toi. Tout dans ma vie est compliqué. Au moins, cette complication s'accompagne d'une belle musique. Ils avaient atteint le coin où leur chemin allait se séparer. Le sien vers la voiture qui l'attendait pour la ramener à Sterling Industries pour une autre nuit blanche. Le sien vers l'hôtel où il s'entraînerait jusqu'à ce que ses doigts saignent. « Victoria » l'appela-t-il alors qu'elle se détournait. « Et si je te déçois? Et si je me fige sur scène ou si les critiques sont cruelles? Alors tu auras essayé, dit-elle simplement. C'est tout ce qu'Emma veut vraiment. Tout ce que nous voulons, c'est te voir essayer. C'est tout ce que tu veux? La question restait en suspens entre eux, chargée de sens qu'aucun des deux n'était prêt à dévoiler. Je ne sais pas ce que je veux, admit Victoria. J'ai passé tellement de temps à ne rien vouloir que la possibilité de quelque chose est accablante. Je connais ce sentiment. Alors on forme un sacré duo. Le PDG brisé et la virtuose déchue. Quand tu le dis comme ça, on a l'air d'un mauvais roman ou d'un petit jeu de marieuse. Ils se sourirent, à la fois émus et pleins d'espoir. Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit, Victoria. Mais aucun des deux ne bougea, pris dans cet instant entre rester et partir, entre la sécurité et le courage. Demain, demanda-t-il finalement. J'ai des réunions jusqu'à 19h, mais après, elle hésita, puis se lança. Tu jouerais pour moi, ta nouvelle composition? J'aimerais entendre à quoi ressemble cette possibilité. Son sourire transforma son visage, le rendant encore plus beau, à couper le souffle. J'aimerais beaucoup. Cette fois, quand ils se séparèrent, cela ressemblait moins à une fin qu'à une ellipse, une pause dans une conversation qui allait se poursuivre. Victoria le regarda s'éloigner, remarquant qu'il bougeait différemment maintenant, moins voûté, moins caché, toujours blessé, mais ne plus attendant simplement la mort. Son téléphone vibra. Emma, bien sûr, lui envoyait un SMS depuis le téléphone de Maria. Rapport de situation de la phase 3. Mise en œuvre réussie, Victoria répondit-elle. Même si tes renseignements restent préoccupants, la connaissance est le pouvoir, maman. C'est Sun Tzu qui l'a dit. Sun Tzu n'avait pas d'heure de coucher. Toi, oui. Je négocie 15 minutes supplémentaires pour la planification stratégique. Refusé. Je t'aime, terroriste. Je t'aime aussi, maman. Dis à monsieur Alexander que le piano du 23 est accordé à 442 Hz. Il préfère la 442 au réglage standard, m'a dit Google. Victoria secoua la tête et rangea son téléphone. Sa fille faisait des recherches sur les préférences de réglage à 5 ans. De retour chez Sterling Industries, elle essaya de se concentrer sur les rapports trimestriels. Mais son esprit ne cessait de dériver vers le 23e étage en dessous d'elle. Demain, il serait rempli de musique pour la première fois depuis la mort de son père. Les salles insonorisées qu'il avait installées avec tant d'espoir allaient enfin servir leur objectif. Elle repensa au visage d'Alexander lorsqu'il parlait de recommencer à composer. La façon dont ses mains bougeaient inconsciemment, jouant déjà des mélodies que lui seul pouvait entendre. Elle repensa à la certitude absolue d'Emma que tout cela était écrit, que les rêves de son grand-père et les rencontres au coin de la rue avaient abouti à quelque chose d'inévitable. Peut-être que sa fille avait raison, peut-être y avait-il une logique à cela. Une équation où brisé plus brisé pouvait égaler entier. Ou peut-être que c'était juste le genre de logique qui avait du sens pour les enfants de 5 ans et les femmes qui avaient oublié comment vouloir des choses pour elles-mêmes. Quoi qu'il en soit, demain, le 23e étage chanterait à nouveau. Et Victoria Sterling, PDG d'une entreprise du Fortune 500, experte en rachat par endettement et en OPA hostile, se retrouvait à compter les heures comme une écolière. Phase 3, en effet. Le 23e étage de Sterling Industries était silencieux depuis 2 ans, 7 mois et 13 jours. Victoria le savait parce qu'elle les avait tous comptés depuis la dernière réunion du conseil d'administration de son père, où il avait joué Rhapsody in Blue de Gershwin, City in Blue, et convaincu 3 investisseurs réticents de soutenir l'expansion à Chennai. Maintenant, alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient jeudi soir, la musique se déversait comme de l'eau qui franchit un barrage. Ce n'était pas le morceau de Chacon ou d'Adams dont Alexander avait parlé. C'était quelque chose de complètement nouveau, une mélodie qui semblait tirer la lumière de l'obscurité, tour à tour tendre et féroce. Victoria resta figée dans le couloir, la main toujours sur le bouton de l'ascenseur. Alors que la musique l'enveloppait comme le faisaient autrefois les bras de son père, elle trouva Alexander dans la salle de conférence C, celle qui avait la meilleure acoustique. Il jouait les yeux fermés, complètement absorbé par la composition. Et Victoria fut frappée par la transformation. Ce n'était plus l'homme brisé du coin de la rue, ni même celui prudent du goûter. C'était Alexander Chen dans son élément, canalisant quelque chose de divin à travers les cordes et le bois. La musique atteignit un crescendo qui fit battre son cœur à toute vitesse.
puis s'arrêta brusquement. « N'arrête pas », murmura-t-elle. Il ouvrit grand les yeux. « Victoria, je ne t'avais pas entendu entrer. Je ne voulais pas t'interrompre. C'était… » Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas encore. Il posa le violon avec précaution. Ça change tout le temps. Chaque fois que je crois comprendre ce que ça veut être, ça devient autre chose. Je peux? Elle désigna le piano dans le coin, le Steinway que son père avait insisté pour installer malgré les protestations du conseil d'administration. Alexander acquiesça, la regardant s'installer sur le banc, passant ses doigts sur les touches qui avaient pris la poussière dans leur silence. « Je suis rouillée », avertit-elle. « Moi aussi. » Mais lorsqu'elle commença à jouer, une simple progression qui, d'une manière ou d'une autre, complétait sa mélodie inachevée. La rouille s'estompa. Alexander reprit son violon, et soudain, ils se retrouvèrent à avoir une conversation sans mots. Son piano posait des questions, son violon répondait, puis inversait, puis jouaient ensemble dans des moments de parfaite synchronisation. Ils jouèrent pendant 10 minutes, 20, le temps devenant insignifiant face à cette harmonie inattendue. Quand ils s'arrêtèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés, comme s'ils avaient couru un marathon. « Comment as-tu su » demanda Alexander. « La structure harmonique que j'imaginais, tu l'as jouée à la perfection. Je ne sais pas, ça me semblait juste. Victoria Sterling fonctionne avec ses sentiments. Apparemment, Victoria Sterling fait beaucoup de choses inattendues avec Alexander Chen. » Cette confession resta en suspens entre eux, dangereux et vrai. Victoria s'est levée du piano, ayant besoin de prendre de la distance par rapport à l'intimité qu'ils venaient de partager. « Emma dirait que cela prouve son point de vue », a-t-elle dit, en se dirigeant vers les baies vitrées qui donnaient sur l'étendue scintillante de Manhattan. « Quel point de vue ? Elle semble en avoir plusieurs. Que nous sommes destinés à… Que c'est Victoria cherchait ces mots pour ne pas s'engager dans quelque chose de trop effrayant. Que la musique c'est des choses que nous ignorons. » Alexander la rejoignit à la fenêtre en prenant soin de garder une distance professionnelle. « Ton père croyait qu'à Vienne, il m'a dit que la musique était le moyen utilisé par l'univers pour donner un sens au chaos. Il m'a dit ça aussi, juste avant d'acheter ce piano. » Elle sourit à ce souvenir. Le conseil d'administration était furieux. 60 000 $ pour un instrument qui serait utilisé peut-être 2 fois par an. Mais papa a insisté. Il a dit que Sterling Industries avait besoin d'une âme pour accompagner son cerveau. Il avait raison. Il avait souvent raison. Le sourire de Victoria s'est estompé. J'ai réfléchi à ce qu'Emma a dit, au fait que les pièces vides étaient gâchées, à ce qu'il aurait voulu. Victoria, après le concours, quoi qu'il arrive, je veux transformer cet étage en quelque chose. Un centre d'éducation musicale, peut-être, ou des salles de répétition pour les musiciens qui en ont besoin. Quelque chose qui ramène la vie ici. C'est une grande décision. Mon père a bâti cette entreprise sur de grandes décisions et de petits rêves. Elle se tourna vers lui. « Quel est ton rêve, Alexander ? Pas il y a 5 ans, mais maintenant. Que veux-tu » Il resta silencieux pendant un long moment, son reflet fantomatique dans la fenêtre. « Avant, je voulais la gloire, la reconnaissance, le monde à mes pieds. Maintenant, dit-il en marquant une pause, choisissant soigneusement ses mots. Maintenant, je veux juste faire de la musique qui compte, jouer sans crainte, peut-être enseigner à des enfants comme Emma que tomber ne signifie pas rester à terre. Ça me semble être de grands rêves. Et toi ? De quoi rêve Victoria Sterling quand elle ne conquiert pas le monde des affaires ? C'était à son tour de se taire. À quand remonter la dernière fois où elle avait rêvé d'autre chose que des prévisions du prochain trimestre ? Je rêve qu'Emma soit heureuse, dit-elle finalement. Qu'elle grandisse en sachant qu'elle est aimée, qu'elle peut être à la fois brillante et gentille. Je rêve qu'elle ne commette pas mes erreurs. Quelles erreurs ? Penser que le succès signifie être seul, que la vulnérabilité est une faiblesse, que la seule personne en qui on peut avoir confiance, c'est soi-même. Elle rit amèrement. J'ai 32 ans et ma fille de 5 ans a plus d'intelligence émotionnelle que moi. 32 ans. Les recherches d'Emma n'ont-elles pas couvert ce sujet ? Je pensais que c'était plus tard. La façon dont vous imposez votre autorité, dirigez un empire. J'ai commencé jeune. Papa m'a fait entrer dans l'entreprise à 16 ans et m'a donné ma propre division à 21 ans. À 25 ans, j'étais directrice financière. Quand il est mort, le conseil d'administration a essayé de me pousser vers la sortie. Il disait que j'étais trop jeune, trop femme, trop émotive pour être PDG. Son sourire était tranchant comme une lame. Je leur ai prouvé qu'ils avaient tort sur tout, sauf sur l'âge et la partie émotionnelle. J'ai enfoui tout ça jusqu'à ce qu'une petite fille et un musicien de rue commencent à forcer les serrures. Cette fois-ci, quand le silence s'est installé entre eux, c'était agréable. 2 personnes qui avaient dit plus que ce qu'elles voulaient en dire trouvaient la paix dans le calme. À l'extérieur,
Manhattan vibrait de son énergie éternelle. Mais ici, au 23e étage, le temps s'écoulait différemment. « Je devrais y aller », a fini par dire Victoria, pour te laisser répéter. « Reste !» Le mot s'échappa avant que Alexander ne puisse l'arrêter. « Je veux dire, si tu veux, si tu n'es pas trop occupé. La nouvelle pièce, j'aimerais la travailler avec un accompagnement au piano. » C'était une excuse transparente, et ils le savaient tous les deux. Mais Victoria se retrouva assise devant le Steinway, se retrouva à jouer pendant 1 heure supplémentaire, tandis que le violon d'Alexander s'envolait, plongeait et découvrait de nouveaux territoires. Ils étaient au milieu d'un passage particulièrement complexe lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit brusquement. Je le savais. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte. Maria se tenait derrière elle, impuissante, vêtue d'un pyjama et arborant une expression triomphante. « Emma, Marie Sterling, que faites-vous ici ?» Les mains de Victoria s'immobilisèrent sur les touches. Maria a reçu un appel concernant une urgence familiale et ne voulait pas vous déranger. Mais je lui ai dit que cela ne vous dérangerait pas si nous venions ici, et j'avais raison. Vous faites de la musique ensemble. Mademoiselle Emma, nous devrions y aller, dit Maria avec anxiété. Je suis vraiment désolée, Mademoiselle Sterling. Ma sœur est à l'hôpital et doit y aller, dit Victoria immédiatement. Prenez soin de votre famille. Emma peut rester ici aussi longtemps qu'elle le souhaite. Emma se précipita dans la pièce et se jeta aux pieds d'Alexander. C'est parfait. Tu composes? C'est pour le concours? Je peux t'aider, Emma? Monsieur Alexander a besoin de s'entraîner. En fait, dit Alexander, les yeux rivés sur Victoria par-dessus la tête d'Emma. J'aurais besoin de l'avis d'une consultante junior, si ta maman est d'accord. C'est ainsi que Victoria Sterling se retrouva assise dans une salle de conférence à 21h un jeudi soir, jouant du piano pendant qu'Alexander Chen enseignait la théorie musicale à sa fille. Et Emma suggérait des variations de plus en plus folles qui, d'une manière ou d'une autre, amélioraient incroyablement la composition. « Il faut plus de joie ici », dit Emma en montrant une partie de la partition manuscrite d'Alexander, comme quand tu vois quelqu'un qui t'a manqué. « Comment traduire ça en musique ?» demanda Alexander, sincèrement curieux. « Vers le haut. » Emma leva les mains en l'air. « Les notes devraient monter comme ton cœur. » Il joua le passage avec la modification suggérée par Emma. Cela transforma le morceau, ajoutant une légèreté qui équilibrait parfaitement la mélancolie initiale. « Tu es un génie, jeune consultante, » dit Alexander sérieusement. « Je sais, » répondit Emma, avec sa modestie habituelle. « Maman, rejoue la partie joyeuse. » Ils travaillèrent jusqu'à ce que les suggestions d'Emma se transforment en bâillements, jusqu'à ce qu'elle se recroqueville sur le canapé de la salle de conférence comme un chaton, marmonnant encore à propos des crescendo et des progressions d'accords. « Elle est extraordinaire, » dit Alexander doucement, en regardant Emma dormir. « Elle me terrifie tous les jours. » Victoria couvrit sa fille avec sa veste de costume. « Je ne sais pas d'où elle vient, cette sagesse, cette certitude sur la vie. Peut-être qu'elle vient de l'amour. Ton amour, l'amour de ton père. Peut-être que ça suffit pour rendre quelqu'un extraordinaire. Tu parles comme lui, mon père. Il disait que l'amour était la seule vraie monnaie. Qu'en penses-tu » Victoria regarda sa fille, puis Alexander, puis le piano qui était resté silencieux trop longtemps. « Je pense que j'ai été en faillite pendant longtemps sans m'en rendre compte. Au passé, j'espère que oui. » Elle se leva pour rassembler ses affaires. « Je devrais la ramener à la maison. Laisse-moi t'aider. » Alexander souleva délicatement Emma qui dormait et qui enroula immédiatement ses bras autour de son cou. Murmurant quelque chose à propos de la phase 4, le trajet en ascenseur fut silencieux, à l'exception de la douce respiration d'Emma. Dans le parking, alors qu'Alexander installait Emma dans son siège auto avec une douceur surprenante, Victoria sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose qui était resté figé depuis la mort de son père, peut-être même plus longtemps. « Demain, à la même heure ?» demanda Alexander en s'éloignant de la voiture. « J'ai un dîner avec le conseil d'administration, mais samedi. » « Samedi ?» Il sourit. « Peut-être que d'ici là, Emma nous dira en quoi consiste la phase 4. Je ne suis pas sûre d'être prête pour la phase 4, moi non plus. Mais je ne pense pas que cela importe à notre petit génie. » Victoria rit doucement pour ne pas réveiller Emma. « Bonne nuit, Alexander. Bonne nuit, Victoria. Et merci pour l'espace, le piano, le... » Il fit un geste d'impuissance. « Toutes. Remercie mon père et son obstination à vouloir des pièces insonorisées et des pianos coûteux. Je crois que je viens de le faire. » Les mots la suivirent jusqu'à la maison. À travers le rituel silencieux de coucher Emma, à travers les heures agitées passées à essayer de dormir, son père avait-il en quelque sorte orchestré tout cela,
depuis l'au-delà. C'était fantaisiste, impossible. Mais alors, tout comme l'était une enfant de 5 ans reconnaissant un virtuose déchu à ses mains, tout comme l'était la musique qui semblait savoir ce qu'elle voulait devenir, tout comme l'était le sentiment qui fleurissait dans sa poitrine malgré tous les arguments rationnels qui s'y opposaient. Dans ses rêves cette nuit-là, Victoria entendit de la musique, son père au piano, Alexander au violon, Emma dirigeant avec une baguette faite de lumière d'étoiles, et pour la première fois en 2 ans, 7 mois et 13 jours, la musique ne la fit pas pleurer. Elle lui donna de l'espoir. La phase 4 pouvait attendre jusqu'au matin. Le matin du concours, Victoria se réveilla et trouva Emma déjà habillée, assise au pied de son lit, la regardant avec une intensité déconcertante. « C'est le grand jour », annonça Emma solennellement. « Tout va changer aujourd'hui. C'est dramatique, même pour toi. » Et puis, aussi, Victoria s'assit, remarquant que sa fille avait choisi sa plus belle robe, bleu marine, avec des étoiles argentées. « Et tu es levée tôt, je devais être prête. La phase 5 s'active ce soir. Je pensais qu'on en était seulement à la phase 4. La phase 4 s'est terminée avec succès la semaine dernière, lorsque M. Alexander a joué sa composition pour le critique musical des Chronicles lors de la présentation pré-concours. Emma avait un sourire satisfait. « Tu n'étais pas au courant, n'est-ce pas ?» Victoria ne l'était pas, et cette omission la piquait légèrement. Elle et Alexander avaient passé des heures ensemble au cours des 2 dernières semaines à faire de la musique, à partager des histoires, à construire quelque chose de délicat et d'indéfinissable. Mais ils n'avaient pas parlé du showcase. « Il voulait te faire la surprise », a ajouté Emma, lisant l'expression de sa mère avec une précision troublante. Il a dit « Si Monsieur Blackwood déteste ça, au moins tu n'auras pas à t'inquiéter à l'avance. » Et Monsieur Blackwood l'a-t-il détesté? Il a pleuré. Les yeux d'Emma étaient écarquillés par le souvenir de son émerveillement. De vraies larmes. Il a dit que c'était transcendant. C'est un très bon mot, n'est-ce pas? Un très bon mot, en effet. Victoria serra sa fille dans ses bras. « Comment as-tu su pour le spectacle? Madame Chen me l'a dit. Je prends le thé avec elle tous les mardis. Elle m'aime bien. Elle dit que je lui rappelle sa petite fille, si celle-ci avait été élevée par des loups qui lui auraient enseigné la stratégie d'entreprise. » Emma, ce sont ses propres mots. Emma se dégagea. « Maman, tu dois te préparer. Le concours commence à 19h, mais on doit être là à 18h15 pour avoir les meilleures places. Les meilleures places. » J'ai fait un schéma. Emma sortit un papier plié de sa poche révélant un plan détaillé des places assises de la salle de concert. On doit s'asseoir là où M. Alexander peut nous voir, mais sans être distrait. Et aussi là où les juges peuvent voir qu'on le soutient. Le langage corporel influence la perception. Victoria regarda sa fille. « Où as-tu appris tout ça? Sur YouTube et dans tes livres sur les affaires. Tu savais que le succès, c'est 40% de talent, 30% de préparation et 30% de guerre psychologique? Ce n'est pas... » Le truc, a continué Emma, passant outre les protestations de sa mère, c'est que M. Alexander a le talent. On a fait la préparation. Maintenant, on doit gagner la partie psychologique. On ne part pas en guerre, Emma, n'est-ce pas? Emma a pris un air sérieux. Il a peur, maman. Je le vois quand il pense que personne ne le regarde. Il a peur d'échouer à nouveau, que tout le monde se moque de lui et qu'il ne mérite plus rien de bon. Victoria a eu le cœur serré. Elle l'avait aussi remarqué dans les moments calmes entre les chansons, quand la confiance d'Alexander vacillait et s'éteignait comme une bougie dans le vent. Alors, on doit être son armure, conclut Emma. On doit y croire si fort qu'il emprunte notre confiance. Quand es-tu devenu si sage? Grand-père m'apprend des choses dans mes rêves. Emma le dit comme si c'était normal, comme si l'éducation par les rêves était parfaitement normale. La nuit dernière, il m'a dit « Ce soir, il ne s'agit pas seulement de musique. » Il a ajouté « Tu comprendras quand le moment sera venu. » Un frisson parcourut l'échine de Victoria. Emma, va prendre ta douche. Maman, mets la robe rouge, celle du gala de la Fondation contre le cancer, la couleur du pouvoir. À 18h, elles étaient dans la voiture. Victoria portait la robe rouge qu'on lui avait demandée. Emma vibrait d'impatience. Le chauffeur de Sterling Industries a navigué dans le trafic du soir de Manhattan avec une aisance acquise par l'expérience, tandis qu'Emma relisait ses notes. De vraies notes, tapées et imprimées sur le moment optimal pour applaudir et les expressions faciales. « Tu compliques trop les choses », a dit Victoria, en retirant doucement les papiers des mains d'Emma. « On doit juste être là pour le soutenir. On doit juste être là pour le soutenir. Mais si ça ne suffit pas, et s'il a besoin de plus, alors on lui donnera plus. Mais Emma, ma chérie, tu ne peux pas tout contrôler. Parfois, il faut juste faire confiance. Je n'aime pas faire confiance. Il y a trop de variables.
Elles étaient si semblables que ça faisait mal. La salle de concert était déjà en effervescence quand elles sont arrivées. La fondation Steinbeck avait mis les petits plats dans les grands. Tapis rouge, photographes, l'élite musicale classique de la ville se mêlait dans le hall. Victoria reconnut plusieurs membres du conseil d'administration de diverses entreprises. Une poignée de critiques, assez d'argent ancien pour financer un petit pays. « Voilà, monsieur Worthington », murmura Emma. « Souviens-toi, il n'aime pas le bonheur. » Emma et madame Péton. Elle a amené son petit-fils. C'est un violoncelliste, très prometteur d'après mes recherches. Tu as fait des recherches sur les petits-enfants des membres du comité. Il faut connaître son public, maman. Sun Tzu encore. Elles ont trouvé leur place, oui, exactement à l'endroit optimal qu'Emma avait calculé, juste au moment où les lumières se sont éteintes pour le premier concurrent. Victoria entendait à peine les premières prestations, son attention étant partagée entre les commentaires en direct d'Emma et la recherche d'Alexander. Il était le 7e à se produire, sortant des couloirs dans le même costume qu'elle lui avait acheté le premier soir, mais transformé. Ce n'était pas l'homme brisé du coin de la rue, ni même celui qui s'était entraîné avec prudence au 23e étage. C'était Alexander Chen tel qu'il était censé être, confiant, concentré, portant son violon comme Excalibur. Le public, qui avait été poliment attentif aux précédents interprètes, s'est soudainement braqué. Des murmures parcoururent la salle. « C'est vraiment Chen ? Je le croyais mort. Mon Dieu, il a l'air en forme. Guerre psychologique, murmura Emma. Il est déjà en train de gagner. » Alexander prit sa place au centre de la scène, et Victoria se retrouva à retenir son souffle. Il avait choisi d'ouvrir avec le Chacan de Bach, le morceau qu'il jouait quand son monde s'était effondré. Ce choix était une déclaration. Je n'ai pas peur de mon passé. Les premières notes ont rempli la salle d'une telle pureté que plusieurs personnes ont eu le souffle coupé. Ce n'était pas seulement une perfection technique, même si sa technique restait impeccable malgré 5 ans d'absence des salles de concert. C'était de la musique comme une confession, comme une rédemption, comme la preuve que se briser ne signifiait pas être brisé. Victoria sentit des larmes couler sur ses joues avant de réaliser qu'elle pleurait. À côté d'elle, Emma était assise, parfaitement immobile, son petit visage transporté autour d'eux. Le public blasé de New York se pencha en avant, comme un seul homme, captivé par le charme qu'Alexander exerçait avec ses cordes et son âme. Le chaconne atteignit son apogée, chaque variation plus complexe que la précédente. Les doigts d'Alexander volaient avec une précision incroyable. Mais c'était l'émotion qui élevait cette performance au rang de transcendance. Chaque note était chargée de poids, de chagrin, de rage, d'acceptation, d'espoir. Toute l'expérience humaine distillée en 15 minutes de son. Lorsque la dernière note s'est évanouie, le silence était assourdissant. Pendant un battement de cœur, 2, le public est resté figé, puis le tonnerre a éclaté. Les applaudissements ont été immédiats et bouleversants. Les gens se sont levés avant même d'avoir pris la décision consciente de se lever. Victoria s'est retrouvée elle aussi debout, Emma sautillant à côté d'elle, toutes deux applaudissant jusqu'à en avoir mal aux mains. Alexander s'est incliné et, pendant un instant, son regard a croisé le leur dans la foule. Son sourire était discret, intime, destiné uniquement à eux. La phase 5, sous-section A, est terminée. Emma a annoncé avec satisfaction. La pièce d'Adams a suivi. Road Movies, avec ses influences jazz et sa sensibilité américaine. Si Bach parlait du passé, celle-ci parlait du voyage. Alexander l'a joué avec une liberté qui évoquait les autoroutes ouvertes et les possibilités infinies. Le public se balançait au rythme de la musique, plusieurs personnes tapant du pied. La rigidité de la tradition musicale classique a laissé place à un pur plaisir. Mais c'est la 3e pièce, sa propre composition, qui a tout changé. C'est une nouvelle œuvre, a dit Alexander, sa voix portant clairement dans la salle. C'était la première fois qu'un concurrent prenait la parole. Elle parle de trouver la lumière dans des endroits inattendus, de secondes chances et de petites mains. Il fit une pause, cherchant Victoria du regard, le courage de jouer à nouveau. Les premières notes étaient celles qu'Emma avait suggérées ce soir-là au 23e étage, s'élevant comme de la joie, comme une reconnaissance, comme un retour à la maison. Mais au fur et à mesure que la pièce se développait, Victoria y entendit toute leur histoire. La mélancolie de cette première rencontre, l'espoir timide des dîners partagés, l'espièglerie des interventions d'Emma, le lien grandissant entre 2 âmes blessées. C'était leur histoire racontée en musique, et c'était magnifique. « Maman !» murmura Emma. « Il nous a écrit une chanson. Et Shaneyi, et Sambi. Je sais, ma chérie, il nous aime. » Le cœur de Victoria s'arrêta. « Emma, et tu l'aimes, je le vois. »
Tu pleures à nouveau de joie. Inutile de le nier. Pas quand la vérité se lisait sur son visage, quand son cœur se brisait et se reconstruisait à chaque note jouée par Alexander. La composition atteignait son apogée, la partie sur laquelle ils avaient travaillé ensemble. Le piano et le violon en parfaite harmonie, même si ce soir, il jouait seul. Mais Victoria pouvait entendre son piano se fondre dans son solo, pouvait sentir sa présence dans la musique, même en son absence. À la fin, la salle explosa, mais ce n'était pas seulement des applaudissements. Il y avait des larmes. Madame Peyton pleurait ouvertement. Même Monsieur Worthington s'essuyait les yeux. Les autres concurrents applaudissaient depuis les couloirs, reconnaissant la maîtrise lorsqu'ils l'entendaient. Alexander s'inclina à nouveau, plus profondément cette fois-ci. Et lorsqu'il se redressa, Victoria le vit clairement pour la première fois. Pas le prodige, pas l'échec, pas le musicien de rue, mais l'homme dans son ensemble, imparfait et magnifique, brisé et beau. À elle, si elle était assez courageuse pour le revendiquer. « Viens », dit Emma en lui prenant la main. Phase 5, sous-section B. Emma, on ne peut pas simplement... Mais sa fille était déjà en mouvement, tirant Victoria dans l'allée avec une force surprenante. D'autres bougeaient aussi. Les critiques se dirigeaient vers les coulisses, les membres du comité se concertent, mais Emma se frayait un chemin parmi eux comme un petit missile guidé. Ils atteignirent les coulisses juste au moment où Alexander quittait la scène. Il les vit et s'arrêta, le visage empreint de vulnérabilité. « Tu étais transcendant », dit Victoria. Le mot sortit dans un souffle. « Tu as entendu ?» demanda-t-il avec urgence. « Tout ce que j'essayais de dire, j'ai entendu. » Et c'était le moment qu'Emma avait orchestré depuis le début. Le moment où Victoria pouvait choisir entre la sécurité et la musique, la solitude et la connexion, la peur et l'amour. « Maman, » dit Emma doucement. « Dis-lui. Grand-père dit qu'il est temps. » C'était peut-être la certitude d'Emma. C'était peut-être la musique qui résonnait encore dans ses oreilles. C'était peut-être simplement le moment. Mais Victoria Sterling, qui avait érigé des murs que les prédateurs financiers ne pouvaient franchir, les laissa tous s'écrouler. « Je t'aime », dit-elle simplement. « Nous t'aimons tous les deux. » L'étui à violon d'Alexander heurta le sol. En deux enjambées, il les rejoignit et serra Victoria et Emma dans ses bras, comme s'il rentrait à la maison après un long et froid voyage. Phase 5 terminée. Emma annonça d'un air satisfait, la voix étouffée par la veste d'Alexander. « Combien y a-t-il de phases ?» Alexander rit, le son mouillé par les larmes. Il ne prenait pas la peine de le cacher. « Juste 5, sauf si tu fais du mal à ma maman. » Dans ce cas, la phase 6 implique des avocats. Emma plaisantait en grande partie. Ils se tenaient là, dans les coulisses, inconscients du chaos qui les entourait. Trois âmes qui s'étaient trouvées grâce à la magie improbable de la certitude d'une enfant de 5 ans et au conseil fantomatique d'un grand-père. Monsieur Chen, interrompit une voix hésitante. Ils se retournèrent et virent un jeune homme avec un badge de presse. James Morrison, section artistique du Times. Cette composition a-t-elle un titre? Alexander regarda Victoria, puis Emma, puis le journaliste. Sterling Variations, dit-il fermement. Elle s'appelle Sterling Variations. Comme la famille, la société, comme les gens qui m'ont sauvé la vie, corrigea Alexander. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons un rendez-vous. Mais les résultats, protestait le journaliste. Nous serons ce qu'ils seront, dit Alexander. J'ai déjà gagné ce qui compte. Ils sortirent par la porte des coulisses, Emma entre eux, les mains jointes comme des poupées de papier. La nuit était froide mais claire. Les étoiles étaient visibles malgré la lueur de la ville. « Et maintenant ?» demanda Victoria. « Maintenant, on va manger une glace », annonça Emma. « Les gagnants ont toujours droit à une glace. Les résultats du concours ne seront pas annoncés avant 1 heure, fit remarquer Alexander. « Tu as déjà gagné, dit simplement Emma. Tu as joué sans avoir peur. Maman a dit « Je t'aime » à voix haute. J'ai réussi à mettre en œuvre un plan en 5 phases. On est tous gagnants. Difficile de contester cette logique, dit Victoria. Impossible, acquiesça Alexander. Allons manger une glace. Alors qu'ils marchaient vers la 5e avenue, Emma discutait des stratégies d'optimisation des saveurs. Victoria sentit son téléphone vibrer. Un SMS de Madame Chen. Décision unanime. Félicitez Monsieur Chen et dites-le à Emma. Bien joué. Elle montra le message à Alexander. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se remplirent à nouveau. J'ai gagné. Tu as gagné. On a gagné. Emma l'a corrigé. C'est un travail d'équipe. Comme les fusions de maman, mais avec plus d'émotion. Alexander a ri, les rapprochant tous les deux. Ta fille est terrifiante. Je sais, a dit Victoria fièrement.
Elle tient ça de son grand-père et de sa mère. La phase 6 commence demain, a annoncé Emma d'une voix endormie. Mais c'est juste vivre heureux pour toujours. Beaucoup plus facile que les 5 premières phases. Alors qu'il trouvait un resto ouvert tard le soir qui servait des glaces. Alors qu'Emma s'endormait contre l'épaule d'Alexander en plein dimanche, alors que Victoria regardait l'homme qu'elle aimait tenir sa fille comme un trésor, elle se dit qu'Emma avait peut-être raison. Peut-être que vivre heureux pour toujours était plus facile que tout ce qui avait précédé. Ou peut-être que c'était juste une autre composition en attente d'être écrite. Une autre série de variations sur un thème d'amour, de confiance et de petites mains qui savaient comment guérir les cœurs brisés. Quoi qu'il en soit, la musique serait magnifique. Le 23e étage chanterait avec plus que des souvenirs. Et quelque part, elle était certaine que son père souriait. Que feriez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuons cette histoire touchante dans le prochain épisode.